Bonjour à tous, moi c'est Laura Minigoz. J'ai travaillé sur les props et environnements du projet, et je vais maintenant vous présenter notre projet, le projet de Fat Space Author Studio. Behemoth est un jeu de type hack and slash coopératif à la première personne, ou troisième personne, au choix du joueur, dans la lignée de Monster Hunter. Il se joue à 3 ou 4 joueurs dans une équipe de mercenaires, ayant pour mission de chasser et tuer des monstres gargantuesques, appelés Behemoth, dans l'espace aussi bien que sur des planètes éloignées aux biomes différents. Dans Behemoth, vous serez les chasseurs. De manière assez logique, on a choisi Evolve comme référence, car en termes de gameplay, c'était assez proche de ce qu'on recherchait. On avait bien aimé son côté un peu plus mature comparé à Monster Hunter, ses tons désaturés et son rendu semi-réaliste, mais en cherchant un univers plus chargé, plus sale. Ce qui est armure et mécanique, les travaux de l'artiste Peter Lee nous ont beaucoup influencés. Pour l'ambiance, on a recherché une science-fiction maculée, encrassée, non aseptisée quoi, à l'image de celle de Blame du mangaka Tsutomu Nihei. Alors pourquoi on a choisi de montrer ce passage en question dans la cinématique? Parce qu'on voit un peu tous les types d'environnements accessibles dans le jeu, c'est-à-dire l'espace, l'intérieur du vaisseau qui sera un hub entre les missions, où les joueurs pourront se retrouver, et les planètes qui posséderont donc chacune des climats et des biomes différents. Et aussi parce que ça donne un petit aperçu du genre de monstres qu'on peut rencontrer dans le jeu, avec le rapport d'échelle que cela implique. De la même manière que Monster Hunter, le type de jeu coop ou solo sera au choix du joueur. Le but, accumuler des ressources diverses et variées telles que l'argent, la viande, les matériaux, sur les Behemoths ou sur les planètes visitées, à des fins commerciales ou bien pour crafter. Les repas apportent des bonus, stamina, vie, résistance particulière. L'argent permet d'acheter des matériaux pour crafter. Alors crafter quoi vous me demanderez? Eh bien des armes, des armures, tout ce qui est utile pour le stuff. Dernier point, mais pas des moindres, le joueur devra s'adapter et adapter son équipement aux monstres qu'il va combattre, ainsi qu'à l'environnement dans lequel il combattra, ajoutant à tout ça une légère dimension stratégique. Il faut des armes capables de faire suffisamment de dégâts à une aussi grosse bestiole. Du coup, on s'est orienté vers des armes imposantes, assez rares car difficiles à fabriquer et utiliser. Le jetpack est massif mais offre beaucoup de puissance pour l'esquive. L'armure, elle, permet une protection contre les coups mineurs des Behemoths. L'armure est mastoc pour supporter de gros chocs. Elle possède des réacteurs au niveau des pieds pour se diriger. Il faut savoir que dans le jeu final, chaque armure, chaque arme est personnalisable. Concernant les armes, ce sont des armes très spécialisées, comme par exemple un canon à plasma, un railgun, un juggernaut, un accélérateur à anomalie gravitationnelle ou encore une lance à particules. C'est grand, massif, à l'image du monstre à affronter. La lance à particules est basée sur le même fonctionnement qu'un accélérateur de particules, modifié pour le combat. Elle fait partie d'un vaste panel d'armes et fonctionne un peu en module, elle est améliorable. Il vous sera possible de changer la couleur de chaque élément sur l'arme. Comme vous pouvez le voir, vous pourrez également charger vos propres stickers pour les apposer sur votre équipement. Concernant les upgrades, comme nous en avons parlé tout à l'heure, elles fonctionnent en modules. Vous avez par exemple l'extracteur de chaleur, la poignée qui permettent d'avoir une meilleure précision. Vous pourrez ainsi monter votre arme avec les performances qui vous conviennent. À l'image de Monster Hunter avec les félines, on a introduit un sidekick sur un ton plus léger, c'est-à-dire un petit robot plutôt mignon dans le design. Il peut y en avoir de plusieurs types, dont chacun a une utilité différente. Support de soutien au combat, porteur de kits de soins spéciaux ou de boost. Il serait personnalisable avec des skins spéciaux en fonction des événements, fêtes, etc. et des préférences, différents animaux disponibles, voire interchangeables.
Dans le jeu final, les personnages seraient complètement personnalisables, mais pour la cinématique, nous avons pris le parti de créer quelques personnages charismatiques au caractère marqué pour rendre l'action plus vivante aux yeux du public ciblé, plutôt que d'avoir des personnages lisses et non crédibles. Notre premier personnage s'appelle Massak. Massak est un personnage complètement déjanté, inspiré du Psycho de Borderlands. Il est imprévisible, impulsif, immature. Il porte un masque pour cacher la partie basse de son visage qui est défigurée, blessure qu'il a eue lors d'un précédent combat contre un behemoth. Il aime aussi beaucoup les gyoza et a une passion invétérée pour ses petits raviolis japonais si savoureux. Taniwa est une ex-militaire. Elle est stricte, exigeante, ordonnée. À la recherche de sensations fortes, elle a rejoint l'équipe de mercenaires du Nergal 2. Elle représente l'archétype du personnage féminin susceptible de plaire au public masculin, c'est-à-dire caractère de femme fatale aux formes attrayantes. Oui, c'est du fanservice. Chaque personnage aura un trait de caractère à assigner choisi par le joueur. Ce trait de caractère correspond à une caractéristique supplémentaire utile au combat. Pour Taniwa, par exemple, c'était la précision. Pour Massak, la folie. La folie permet par exemple un boost lorsque Massak atteint 20% de sa vie. Pour notre dernier personnage, le trait de caractère est la résistance. Yurei est un ancien sexbot reprogrammé. C'est un personnage robot plus détaché, pragmatique, physiquement amélioré avec une force et une rapidité plus hautes que la normale. Elle fait également minibar. Behemoth est le nom du type de créature que l'on peut rencontrer dans le jeu. Mais à l'intérieur de cette famille, il y a plusieurs sous-espèces différentes, comme ici le Léviathan. Il en existe de nombreux types, avec des capacités particulières et à force variable, que l'on distingue en classes. A, B, C, D, S, S étant les plus puissantes connues jusque-là. Le design du Léviathan est inspiré des créatures des fonds marins bioluminescentes, avec des formes rappelant celles du requin-marteau, dont le design a évolué pour donner quelque chose d'un peu plus extraterrestre. On a voulu la rendre très imposante et agressive avec une échelle démesurée. Dans le jeu final, il existerait également un mode histoire solo dans lequel le joueur serait amené à résoudre plusieurs mystères et intrigues autour notamment de l'apparition et de l'évolution des behemoths, un peu à la manière d'Horizon Zero Dawn avec les machines. Donc au total, nous avons travaillé sur 3 environnements à différentes échelles, l'espace, la planète désertique et l'intérieur du vaisseau. Michael s'est occupé de l'espace. Pour la cinématique, on a choisi de commencer avec une planète de type rocheuse à l'image de Mars. Et voici notre vaisseau, le Nergal 2. C'est également Michael qui s'en est occupé. Son design est volontairement inspiré de celui des bateaux. Avec ses couleurs kaki et jaune rappelant les couleurs de design militaire, il montre qu'on n'est pas là pour rigoler. Ces différents réacteurs orientables lui offrent une maniabilité sans pareil. Pour la partie intérieure, on a voulu quelque chose d'utile et crédible, avec une ambiance plutôt sombre, teintée de vert et foggy. Le design est inspiré de celui du Starfarer de Star Citizen, avec du métal, du plastique sombre et des touches de orange qui font appel régulièrement. Comme dit précédemment, le vaisseau sera un lieu de regroupement des joueurs. C'est ici qu'ils pourront déposer leur loot, améliorer leur équipement, trouver leur prochaine mission ou encore simplement passer du temps ensemble. Dans la cinématique, on peut apercevoir une planète parmi tant d'autres possibles dans le jeu final. On est parti sur une planète sèche, comme dit précédemment, comme si l'eau s'était retirée de la planète. Elle semble actuellement inhabitée et sauvage. Bien que désertique dans son climat, elle rappelle pourtant les fonds marins dans les formes du terrain, représentant une crevasse comme il en existe sous l'eau. L'ambiance lumineuse bleutée, elle aussi, permet de faire appel à l'eau. L'atmosphère est lourde, sombre, brumeuse. On distingue vaguement les formes qui se découpent et bougent dans la brume. On peut également entrevoir la silhouette inquiétante d'un cimetière de vaisseaux, probablement des voyageurs, des marchands, des soldats passant par là qui furent décimés par le monstre. Arrivons maintenant à la partie plus technique. La scène est en full dynamite lighting. Elle utilise une version compilée d'Unreal en VXGI 4.16 qui fournit de ce fait une global illumination en temps réel, avec des rebonds de lumière pour plus de réalisme. Concernant les matériaux, pour plus de rapidité de production, je me suis chargé de créer une Material Library via Substance Painter, qu'il nous suffisait ensuite d'appliquer aux endroits concernés, ce qui rend le tout homogène et facilement éditable grâce au système non destructif de Substance Painter.
Il y a environ une dizaine de matériaux PBR en roughness metalness, métaux, verre, sol. J'ai aussi préparé un matériel de crasse et de rayures à appliquer par-dessus pour user rapidement les props. Comme dans une vraie production de jeux vidéo, certains assets sont réutilisés, comme par exemple les lampes oranges que vous pouvez retrouver un peu partout dans la scène. Mais aussi les écrans, les caisses, les capsules, parfois redimensionnés pour qu'on ne les reconnaisse plus. Ça permet une productivité plus grande. Chaque props a son utilité et est justifié dans le contexte du gameplay. Par exemple, la zone de stockage des armes permet de les améliorer via l'interface présente sur la porte. Idem pour les armures. Il y a également une zone pour crafter, une pour se soigner, une pour se restaurer. L'hologramme, lui, permet de choisir la planète ou la zone de l'univers où aller. Il donne un visuel général sur les missions disponibles. On peut voir ici les différentes étapes de création depuis World Machine en passant par Megascan puis Unreal. Alors pourquoi ces choix? Quand le jeu sera en production, cela vous permettra d'avoir beaucoup de variétés de biomes différents sur différentes planètes très rapidement, donc intéressant en termes de productivité, encore une fois. Car World Machine permet de créer procéduralement des terrains réalistes et crédibles en peu de temps, en utilisant par exemple les principes d'érosion naturelle, et Megascan permet de texturer. Ajoutons à cela un outil d'autopen d'un Unreal en utilisant la splat map de World Machine en tant que masque pour les différentes couches de niveau, et hop, le tour est joué. J'ai un terrain réaliste et texturé sans perdre de temps. Donc le tout créé et texturé procéduralement mis dans Unreal en full dynamic lighting et en ajoutant un système de level streaming pour optimiser tout ça. Pour la scène de l'espace, Michael a dû créer des shaders bien spécifiques. Comme par exemple cette vapeur qui se libère de l'atmosphère. Le shader est composé de plusieurs alphas mis en dérivation avec des rotations différentes chacune, qu'on vient disposer tout autour de la planète. Le shader de l'atmosphère, quant à lui, a été construit de façon totalement paramétrable pour l'adapter au biome de chaque planète. Pour le portail de départ, il a été créé sur 5 meshs différents qui, mis ensemble, nous donnent cet effet d'ouverture et d'évaporation sur les contours. Les réacteurs arrière du vaisseau ont été faits à l'aide du système de particules d'Unreal pour avoir cette traînée à l'arrière quand le mesh avance. Pour ceux sur les côtés, le shader devait donner l'impression de chaleur qui s'émane des réacteurs. Il est appliqué sur des meshs en cône. Les FX de l'intérieur du vaisseau sont appliqués sur des meshs simples, voire même parfois un seul polygone pour optimisation. Un mélange d'alpha et de nodes mathématiques ont été utilisés. Les animations ont toutes été créées à la main et riguées sur des bipèdes. Pour le monstre, cela fut autre chose. Le rig a été personnellement créé par Michael à sa morphologie, avec près de 200 points de contrôle pour un meilleur contrôle. Et pour finir, vu que chez Fat Space Otter on aime l'originalité, Louis vous a créé une statue collector du monstre qui attaque le vaisseau, à non pas à mettre sur les étagères, mais à accrocher au mur.